Âme de colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guillard-Polos, coach, doula et formatrice. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas pris mon micro et que j'ai fait un podcast. Il faut dire que depuis le début d'année 2022, c'est une année transportante, confrontante, et qui fait que voilà, j'ai priorisé, j'ai fait des choix et le podcast, il est resté un peu de côté. Sauf que cet après-midi, dans ma voiture, en me rendant à Marseille pour un rendez-vous médical, je t'expliquerai ensuite un peu plus. En fait, je me suis dit, j'étais pas très à l'aise de prendre la voiture et d'aller toute seule à ce rendez-vous. J'aime pas trop aller à Marseille en voiture toute seule. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un podcast pour m'occuper l'esprit pendant la route à l'aller et au retour. Et du coup, j'ai cherché un podcast dans la thématique que je vais parler ensuite. Et à ma grande surprise, 90% des podcasts qui m'étaient proposés dans la thématique, c'était des podcasts qui sont anglais. Donc, je ne parle pas anglais, donc je ne pouvais pas les écouter. Et les autres podcasts qui étaient sur la thématique que j'ai trouvés étaient des podcasts qui ne me parlaient pas parce qu'ils étaient centrés sur une partie du sujet et pas par la partie qui me concerne. Du coup, cette partie qui me concerne, c'est ce que je me suis dit, hop, tu sais quoi, on va prendre ton micro, Manu, et faire un podcast pour parler de ce sujet-là, parce que il y aura peut-être une femme qui passera par là, qui aura le parcours qui est similaire au mien, et qui cherchera des informations, qui cherchera à en savoir plus, et qui aura besoin juste de savoir que quelqu'un d'autre vit la même chose qu'elle est en train de vivre et traverse les mêmes choses qu'elle. Donc dans cette dynamique-là, c'est pour ça que je reprends mon micro et que je vous fais ce podcast. Et donc le sujet, ça va être l'endométriose, et particulièrement l'endométriose après avoir eu des enfants, et ce qui va en découler ensuite. Donc pour la petite histoire, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants qui sont assez grands parce que j'ai mon grand qui va avoir 21 ans, ma fille qui va avoir bientôt 18 ans et mon dernier qui va bientôt avoir 13 ans. Je fais partie de ces femmes qui tombent enceintes très facilement, qui ont cette faculté dès qu'il y a le désir d'enfant, ça se pose, ça se fait, il n'y a même pas question de savoir quoi que ce soit. Il me semble pour Lilou, je suis tombée enceinte le mois après avoir levé mon stérilet, donc vraiment très rapide. J'ai pas eu de problème pendant mes grossesses. J'ai mes règles depuis l'âge de 14 ans, avec parfois des migraines assez importantes, mais voilà, que j'ai gérées. Des douleurs de règles. J'ai pas souvenir que les règles m'aient paralysée ou m'aient bloquée dans ma jeunesse, en tout cas. Et voilà, je fais partie de ces femmes qui sont jamais trop posées la question sur les règles, sur l'enfantement, sur le tomber enceinte. Ça se passe comme ça, hyper méga naturellement. Et en fait, l'histoire que je veux vous raconter, mais c'était important que je pose ce cadre-là parce que justement, cet après-midi, quand je cherchais des podcasts, tous les podcasts que j'ai trouvés, alors peut-être que j'ai pas bien cherché, ils me parlaient de l'endométriose dans un cadre d'un parcours de PMA, dans le cadre de l'infertilité. Ce n'est pas mon cas. Je ne fais pas partie de ces femmes-là. Et tant mieux, heureusement, merci l'univers. Parce que l'endométriose est arrivée chez moi beaucoup plus tard. Si je reprends un petit peu l'histoire, l'endométriose est arrivée... Alors la date précise, ça serait compliqué. En tout cas, dans le travail que je fais pour accepter ma maladie, pour mettre du sens à la décision que j'ai prise, il y a toujours une histoire qu'on se crée.
l'histoire que moi je me suis créée et qui fait partie quand même des choses bien précises. Je veux dire, j'ai rien inventé, ce sont bien des choses qui se sont passées et c'est bien comme ça que les faits se sont mis en place dans ma vie et dans mon corps. C'est que en 2016, septembre 2016, je fais un avortement. Jusqu'à là, j'ai pas de douleur de règles. Je me rappelle que ça fait quand même maintenant nombreuses années que ma contraception est naturelle. Et que pendant mes règles, j'utilise essentiellement la cup. Et je me rappelle qu'en soi, je sais exactement quand c'est que j'ai mon ovulation, parce que mon corps m'envoie des signes et c'est pas douloureux, c'est assez fluide. Et pendant mes règles, je mets la cup et j'arrive même à oublier en fait que j'ai mes règles parce que en fait la cup fait que c'est hyper confort et je me pose pas de questions. Donc ça c'est avant 2016. Donc en 2016, je fais le choix d'un avortement. Et l'avortement était pas vraiment très très facile, ça a été compliqué pour moi, c'est une décision qui a été personnelle, soutenue par mon mari mais personnelle, qui a créé en moi un grand renversement, renversement, parce que il y a une véritable remise en question de ma vie, de qui je suis, de mes valeurs, de mes principes, enfin une vraie je dis toujours que cet avortement et les mois qui ont suivi derrière, qui auraient dû être les mois de grossesse, c'était les mois de grossesse à naître de moi-même. Donc voilà, c'est une vraie remise en question, mais voilà, je suis accompagnée, je travaille avec un ostéo sur les conséquences sur mon corps de l'avortement, parce que c'est quand même pas rien. C'est jamais quelque chose de très confortable, psychologiquement et dans le corps. Et ensuite, voilà, je suis accompagnée en kinésio, en kinésio et en sophro sur cette partie-là. Donc voilà, ça se pose, ça avance. Je fais mon deuil, ça se pose. Et courant 2017, je commence à avoir des règles hémorragiques. Donc des règles hémorragiques très très fortes. Et vraiment voilà, très embêtante, sachant qu'à l'époque je suis en prestataire de mariage, donc j'ai des très grosses saisons avec des journées qui peuvent aller jusqu'à 20 heures de travail d'affilée, donc quand on est en pleine règle, c'est pas vraiment terrible en hémorragie. Et de là, premier rendez-vous, donc voilà, courant fin 2017, début 2018, en fait, je vais voir un gynécologue et là, je sais plus exactement les dates, mais en fait, suite à une échographie, il m'indique que j'ai un endomètre qui est trop épais, que j'ai un fibrome et que j'ai un kyste. Donc voilà, que c'est un peu inquiétant, alors je sais plus exactement. Mais voilà, en gros, il me dit que c'est assez inquiétant. À l'époque, j'ai 37 ans. Et il me dit que voilà, en soi, si j'ai plus de désir d'enfant, ça peut quand même quelque chose qui peut devenir assez dangereux au niveau, voilà, ça peut partir en cancer, machin. Enfin bref, de suite, il me pose les mots assez dramatiques en fait sur le truc et il me dit, écoutez, moi je panique, je lui dis oulala, attends, calmez-vous, et je lui explique en gros que qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait, voilà. Parce que je sens déjà venir le truc un petit peu. Et là, il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je donne un traitement pendant 3 mois hormonal. Et à l'issue des 3 mois, on fera une échographie, on verra où ça en est. Mais en soi, voilà, sachez que l'une des solutions les plus intelligentes et les plus raisonnables pour votre santé, c'est l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus. Là, clairement, je suis pas prête. En fait, je viens juste de faire le deuil de mon avortement. Je ne suis pas du tout encore le deuil de la maternité. Et c'est impossible pour moi d'imaginer que je puisse perdre mon ovaire, en fait. C'était vraiment très, très difficile. Ça a été vraiment un gros choc pour moi. Et là, du coup, je l'ai retravaillé. Je l'ai travaillé en ostéo, en kinésio, en sophro, en thérapie. Plus j'ai pris le traitement. J'ai vraiment allé bosser qu'est-ce qui faisait en fait que mon utérus se remplissait, qu'est-ce qui fait que suite à l'avortement mon utérus ait ce besoin de se remplir, sachant que pour la petite anecdote, quand on fait l'échographie de mon utérus, l'un des kystes d'endomètre, franchement on aurait pu le comparer à une échographie d'un embryon.
C'était exactement la même forme. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était à jouer là-dedans. Donc, je le travaille et je reprends rendez-vous 3 mois après. Et là, le gynécologue me dit, écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, bravo, ça a marché. Je n'y croyais pas vraiment, mais ça a marché. Donc du coup, ça continue. Voilà, du coup, ça se remet un peu en place. Mais j'ai toujours mes règles hémorragiques. Donc voilà, il y a plus de problème au niveau danger au niveau de mon utérus. Mais par contre, j'ai toujours ces règles hémorragiques parce que j'ai un endomètre qui est trop épais. Et à aucun moment à ce moment-là, on me pose le diagnostic d'endométriose, hein, mais pas du tout, hein, vraiment pas. Bref, il en vient que du coup, il me propose de faire un curetage pour donc j'ai une opération pour me faire un curetage pour nettoyer mon utérus et donc ma paroi d'endomètre, pardon. Et voilà, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Du coup, forcément, vu qu'on m'a levé les épaisseurs de l'endomètre, mes règles redeviennent normales. Ce qui était plutôt confortable parce que j'avais mes règles tous les 15 jours et pendant 15 jours. Voilà, c'était pas mal. J'avais 15 jours de pause, 15 jours de règles, 15 jours de pause, 15 jours de règles. C'était plutôt pas mal. Et donc voilà, ça repart et puis ça reprend son schéma et puis voilà, c'est tout. Et je suis tranquille jusqu'en 2019. Et là, en 2019, en fait, ce qui va se passer, c'est que ma fille va vivre un choc traumatique. Et ce choc traumatique va être pour elle la porte d'ouverture vers ses douleurs de règles. Donc Lilou a à ce moment-là 15 ans, elle a ses règles depuis un peu plus d'1 an. Et en fait, elle va, oui, c'est ça, à 15 ans. Et du coup, elle va vivre un choc traumatique, plusieurs chocs traumatiques qui vont lui entraîner l'apparition de douleurs pendant ses règles. Et là, au moment où ma fille, je la vois, où ça commence directement assez fort parce que c'est des malaises en classe, c'est des malaises à la maison, elle devient blanche livide, elle peut plus se lever. Elle est vraiment, dans un état complètement bloqué pendant ses règles. Et là, en fait, en tant que maman, je me dis, oh là là, ce qui est très étrange, c'est qu'à elle, de suite, je me dis, oh là là, mon Dieu, elle est en train de me donner les signes d'endométriose. Et je dis, non, je veux pas que ma fille ait l'endométriose, mon Dieu, elle peut, voilà, pour moi, l'endométriose, c'est égal fertilité, en fait, douleur de règles et infertilité. Donc, de suite, je me dis, non, je veux pas que ma fille ait l'endométriose, je veux pas qu'elle puisse avoir des problèmes, déjà, elle vit des choses compliquées, donc, je veux surtout pas qu'elle ait ça, donc, j'invoque véritablement en tant que maman, dans ma sororité de maman, dans ma lignée de femme à femme, j'invoque en disant je veux récupérer les douleurs de ma fille. Tant pis, moi je veux plus d'enfants, c'est pas grave. Je veux que je prends ces douleurs, je me mets en miroir avec elle et je décide et je demande de récupérer son mal. Ce qui effectivement a fonctionné d'une certaine mesure parce que du coup j'ai commencé à avoir des douleurs de règles, sachant qu'à ce moment-là on est en plus sur des phases des cycles lunaires qui sont à peu près pareils elle et moi, donc du coup au début du mois parce qu'après ça va changer. Et du coup en fait voilà je laisse la douleur s'installer comme ça. Et je mets en place les choses pour ma fille. Donc je lui fais voir une sage-femme. Et à l'époque, Lilou ne voulait pas faire d'IRM, ne voulait pas être auscultée. Donc on pouvait pas avancer très très vite parce que c'est compliqué le premier gynécologue qu'on a vu pour Lilou a commencé à lui dire que l'IRM pour faire une endométriose c'était douloureux, c'était bref, elle l'a complètement bloqué. Un vrai voilà, c'était de toute façon prends la pilule, ça va passer. Donc mise sous pilule et il faut attendre bien 3 mois pour que la pilule fonctionne. Au bout de 3 mois, les douleurs sont toujours là, donc on y retourne, on dit que c'est pas possible, c'est pas gérable, elle peut pas rester comme ça. Et là, donc, elle nous parle, oui, qu'il faudrait peut-être faire un diagnostic d'endométriose, mais du coup, c'est un IRM, et elle nous parle que l'IRM, c'est hyper, que c'est avec en interne, bref, un truc où je me demande si cette dame-là, d'ailleurs, a étudié le sujet parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Et du coup, bref, Lilou se bloque complètement parce que, comme je vous dis, voilà, elle refusait les auscultations à ce moment-là.
Et du coup, je respecte, c'est son choix, c'est son corps. C'est son consentement à elle, donc ok, on va continuer la pilule. Elle prend des médicaments en plus de cette pilule, et du coup, en fait, les douleurs restent là malgré la pilule, malgré les médicaments, les antidouleurs, ça et tout. La douleur reste parmi là. Et en même temps, à chaque fois, moi, j'ai mes douleurs de règles qui s'installent et je me dis, mais c'est pas grave, ma fille, elle souffre, je souffre avec elle, ma fille, elle souffre, je souffre avec elle, tant qu'elle souffre, je souffrirai. Et je laisse installer les choses comme ça en mode, je veux souffrir avec elle, je veux vivre avec elle les choses. Il y a une certaine culpabilité par rapport à certains chocs traumatiques qu'elle a vécu, une certaine impuissance aussi par rapport à certaines choses qui se passent. Et du coup, je me dis, la moindre des choses, c'est que je vive avec elle la douleur, et ça s'installe comme ça s'installe. J'en rigole parce que c'est fou. Enfin, il faut vraiment se rendre compte, et je suis sûre que en écoutant ça, il y a des femmes qui vont se dire, mais combien de fois on a fait ça, en fait, de faire passer nos enfants en premier, et c'est très bien, et c'est ce qu'on nous demande un peu dans la société quand même, hein. Mais pour autant, là, c'était quelque chose qui était conscient, c'est-à-dire qu'à la fois dans le sens où j'avais vraiment très mal, j'étais hyper consciente par rapport à ce qui se passait pour ma fille, et je voulais mettre les choses en place, et j'ouvrais ma bouche, et j'ai contacté l'infirmière du lycée, j'ai averti les professeurs, j'ai cherché des médecins, enfin, j'ai tout mis les choses en place pour que Lilou, elle ait cet accompagnement-là par rapport à la maladie. Et moi, je continue dans ma douleur, et elle est là, elle fait mal, elle prend de plus en plus de place, elle est de plus en plus gênante. Elle s'installe très. Il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie qui est très vicieuse, donc voilà, elle s'installe pendant mes règles, mais elle s'installe aussi en dehors de mes règles. Enfin, la maladie prend tout à fait sa place. Et je continue, voilà, je continue. Il en est que on finit par trouver une sage-femme géniale pour Lilou, qui de suite lui dit, écoute, il faut faire un IRM dans une clinique spécialisée en endométriose, parce que voilà, tous les médecins et tous les radiologues ne savent pas, et ça c'est très important, il faut le savoir. Pas tous les radiologues et pas tous les gynécologues savent lire une radio, une échographie ou un IRM pour reconnaître les signes d'endométriose. C'est très particulier. Donc, je vous invite vraiment à aller vous tourner vers des personnes qui sont spécialisées là-dedans pour avoir un diagnostic qui soit le plus précis possible. Et du coup, on va faire ça. Du coup, Lilou, la sage-femme lui explique comment ça se passe l'IRM du diagnostic d'endométriose, et ce n'est pas du tout comme on nous a expliqué la première fois par le médecin, qui était un médecin généraliste et gynécologue. Et en fait, on nous explique que c'est un IRM, donc du coup, comme dans une boîte, toute simple. C'est juste que on doit mettre dans le rectum et dans le vagin une seringue de liquide de contraste que l'on fait soi-même. Et du coup, voilà, c'est juste après, on s'allonge, on passe dans le tube et ça fait l'IRM. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. Donc là, Lilou est OK, on prend le rendez-vous, on y va, on fait l'IRM, tout ça et tout. Et finalement, l'IRM ne présente pas de signes d'endométriose au niveau en tout cas de l'IRM, au niveau des images. Mais je prends quand même rendez-vous au gynécologue spécialisé. Donc là, on est fin 2020. Et du coup, on arrive à avoir le médecin gynécologue spécialisé en endométriose. Et donc là, il nous explique que en fait, Lilou étant jeune, c'est heureusement, Dieu merci, l'IRM ne montre pas encore les marques d'endométriose, mais que l'endométriose ne se diagnostique pas uniquement par un IRM et par des marqueurs sur des images, que ce soit échographie ou IRM, mais on va aussi prendre en considération les symptômes physiques et les douleurs de la patiente pour poser un diagnostic d'endométriose, parce que des fois, surtout sur les jeunes filles, on peut avoir une endométriose avec des liaisons qui sont très très fines encore, qui sont heureusement pas encore complètement installées, et du coup qui ne sont pas visibles, mais pourtant l'endométriose est bien là. Donc il pose à Lilou un diagnostic d'endométriose superficielle, en tout cas au niveau de voilà, mais il y a bien l'endométriose, et du coup on passe Lilou
On passe Lilou en pilule par décision, par son choix à elle, par pilule continue pour mettre son utérus et ses ovaires au repos pour pas que l'endométriose prenne de la place dans le temps, forcément parce qu'elle est très jeune. Il se passe d'autres choses, mais ça c'est l'histoire de Lilou, donc je vais arrêter ça sur la partie. Mais du coup, moi de mon côté à moi, en même temps, donc ça on a le diagnostic de Lilou, donc on a commencé les premiers rendez-vous pour Lilou en octobre, donc ouais ça doit être décembre 2019. Décembre 2019 et du coup 2020-2021, hein, vous connaissez les histoires. Comment c'était compliqué d'avoir des rendez-vous chez les médecins, tout ça et tout. Et du coup, Lilou a son diagnostic d'endométriose depuis fin 2021. Donc 2 ans à peu près entre le premier rendez-vous avec le premier médecin qui en parle et du coup le diagnostic du gynécologue. De mon côté, donc du coup, moi ma douleur elle continue à s'installer. Et voilà, je m'occupe de Lilou. Hein. Je m'occupe de Lilou. Enfin, c'est pas bien de dire ça parce que je m'occupe pas que de Lilou en fait. Je m'occupe de Lilou, de ses douleurs. En tout cas, je les prends au sérieux. J'ai jamais dit à ma fille c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Non, pas du tout. J'ai de suite pris au sérieux ses douleurs. Mais j'ai pris douleurs, c'est les siennes, pas les miennes. Tout simplement, et il se passe pas mal d'événements en plus de la crise sanitaire que vous connaissez tous. Il se passe aussi plusieurs événements dans ma vie personnelle qui sont assez difficiles, qui me demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui mettent un petit peu mon bien-être, ma santé et beaucoup de choses en fait en stand-by parce qu'il y a des urgences, il y a des priorités, des choses très très importantes à faire et que du coup je fais le choix d'un petit peu me faire passer en dernier plan. Sauf que quand on n'entend pas, hein, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment ça crie plus fort. Donc en juin 2021, en rentrant de la retraite Filles de la Terre, je pars en voiture, j'ai mes règles qui sont arrivées. Enfin, je commençais déjà à avoir, j'avais vraiment des douleurs de règles déjà, donc j'appréhendais un petit peu d'avoir les règles pendant la retraite. Mais force de mes énergies, je fais en sorte que je devais les avoir, je crois, le vendredi après-midi. Finalement, je les ai eu le dimanche après-midi, donc fin de la retraite. Et du coup, en partant de la retraite, je conduis. J'ai avec moi deux femmes avec moi qui m'accompagnent, dont une qui est une amie très très proche, qui est un peu au courant de ce qui se passe un peu. Et en fait, à un moment donné, je roule 10 minutes, 15 minutes, j'ai 2 heures de route, hein, et 10-15 minutes, et là, en fait, je m'arrête sur le bord de la route, et là, je le regarde, j'ai les yeux pratiquement en pleurs, et là, en disant que je peux plus conduire, en fait. Je ne pouvais plus conduire. C'était une douleur qui m'a stoppé net, en fait. J'avais des lames de rasoir à l'intérieur de mon utérus, de mes ovaires. La douleur, elle irradiait dans mes jambes. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et la douleur, elle me saisissait tout le haut du corps, à presque avoir du mal à respirer. Enfin, ça m'a complètement saisie. Et là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, c'est pas possible. Et du coup, je demande à mon ami de prendre le volant à ma place parce que c'est pas possible, je ne peux pas conduire et on peut pas rester là comme ça au milieu de la forêt. Donc du coup, pendant les 2 heures de voiture, je me suis même dit au bout d'un moment, en fait, si quand on passe devant l'hôpital de Sainte-Muse à Toulon, je vais lui dire de s'arrêter aux urgences parce que là, en fait, c'est pas possible, je ne peux pas. Ce qu'il en est, c'est que là, je passe 2 heures de voiture à faire des exercices de respiration et de sophro pour me calmer, pour essayer de savoir mais pourquoi j'ai mal comme ça, qu'est-ce qui se fait, pourquoi en partant de la retraite Filles de la Terre alors que c'était génial, c'était merveilleux, c'était trop cool, enfin qu'est-ce qui se pose pour moi là, enfin je m'interroge sur tout ce qui se passe. J'arrive finalement chez moi complètement livide, complètement blanche comme voilà. Je vais m'allonger un peu et la douleur s'en va. La douleur, du moins, redevient gérable. Et là, c'est vraiment pour moi le marqueur de ma première crise d'endométriose, dans le sens où les autres fois, je m'inventais l'histoire que c'était des douleurs de règles, que j'étais juste parce que j'étais une géniale maman qui faisait que j'avais envie de partager, j'avais envie de récupérer la douleur de ma fille, mais du coup, voilà, en mode ça va le faire, quoi. Mais là, sur le coup, je me dis là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Donc là on est en été, donc là je sais que Lilou a son IRM, qu'il y a des choses voilà qui vont se passer.
je me dis il faut que j'y aille en fait. Mais je sais ce qu'on va me dire. Enfin, je commence à me renseigner, l'endométriose. J'avais lu beaucoup de choses pour me renseigner par rapport à Lilou, donc je vais un peu plus loin, mais c'est bizarre. Moi, j'ai eu des enfants, j'ai pas eu de problème pour tomber enceinte. Je vais avoir, j'ai 41 ans. Pour quelle raison j'aurais l'endométriose maintenant? Enfin, je me dis mais pas du tout en fait. C'est pas possible que ce soit ça. Donc je commence à me renseigner, à aller chercher des infos, à suivre des comptes Instagram, lire des livres, tout ça et tout, et je me rends compte qu'en fait non, l'endométriose ce n'est pas que l'infertilité et les douleurs de règles, ce qui est déjà énormissime, c'est aussi d'autres choses. Et du coup, je me dis ok, en fait c'est possible, l'endométriose peut arriver à n'importe quel âge, peut se déclarer à n'importe quel âge, et apparemment voilà. Mais je sais en fait, je sais à ce moment-là ce qui va se passer. En fait, je sais que si je rentre dans le parcours médical, j'ai 41 ans, je sais ce qu'on va me dire. Donc je laisse traîner. Je laisse traîner. Têtu la fille, hein, têtu. Jusqu'à ce que, en fait, chaque fois, en fait, il faut savoir que voilà, mes douleurs, à ce moment-là, en plus, j'identifie que mes douleurs de règles, sauf que, en fait, là, ce qui se passe, c'est que je commence à être fatiguée tout le temps. En fait, j'ai beau dormir, je suis fatiguée. Si mon agenda il est trop plein dans la journée, je me fais des coups de barre où je suis obligée de m'allonger parce que je tiens plus debout. Quand je dois prévoir des choses en soirée quoi que ce soit, je sais que je vais mettre des jours à m'en remettre. Alors je me dis bon, ok Manu, tu vieillis, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas fou quoi. Enfin, ça fait un gros coup quoi. Faut savoir que je suis quelqu'un de hyper active, qui a beaucoup d'activités, qui a un agenda souvent très très débordant. Pour moi, dormir c'est quand on sera mort, et puis en soi, la fatigue n'est pas une excuse pour pas profiter de ce qui se passe à l'instant présent, d'une invitation, d'un nouveau projet. Enfin voilà, moi j'adore ça, j'adore bouger, j'adore la nouveauté, j'adore le lien social, j'adore rencontrer des gens. Donc voilà, je suis très très dans l'activité, et là en fait à partir du mois de juin et jusqu'à vraiment que ça prenne conscience, où je me rappelle en novembre, décembre, c'était vraiment une catastrophe. En fait, je n'arquais plus quoi. Je n'arquais plus. Je me sens complètement vidée. À un moment donné, je me dis même, mais je suis en dépression en fait. Je rentre en dépression là. C'est pas possible. Je vois que ça en fait. Qu'est-ce qui se fait que... Parce que le problème qui se passe, c'est que en fait, je sépare chaque symptôme. Donc, d'un côté, j'ai mes douleurs de règles où je me dis, il y a un problème, il y a une endométriose. De l'autre côté, il y a cette fatigue qui devient chronique et qui m'empêche complètement de vivre et d'avancer et d'avoir des projets et de faire des choses. Donc, du coup, ça devient vraiment, vraiment, vraiment très embêtant. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il y a une dépression cachée derrière. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a un cycle prémenstruel qui est de plus en plus long, avec des règles qui sont de plus en plus rapprochées. Donc mon cycle descend à 24 jours. Donc j'ai mes règles tous les 24 jours, avec donc du coup 5 jours de règles qui sont intenses. Douleurs qui me clouent au lit, qui m'empêchent de bouger, qui m'empêchent de marcher, qui m'empêchent de vivre. Et au fur et à mesure, des jours avant, donc au début c'est 2 jours avant que j'ai les douleurs, et puis ensuite 4 jours, puis ensuite 5 jours, puis ensuite une semaine avant. Donc ça me fait que sur 25 jours, j'ai 10 jours où je suis complètement bloquée par mes douleurs de règles. Ensuite, d'à côté de ça, il y a l'ovulation, et là je commence à avoir des boules de chaleur quand j'ovule, avoir vraiment des brûlures et des douleurs de ligaments en fait, comme si à chaque fois que je bougeais, ça me fait comme si j'avais les ligaments qui tirent en fait, un petit peu comme les débuts de grossesse. Donc qui me font ça. Et j'ai aussi que je vomis plusieurs fois par semaine. J'ai me fait des crises de diarrhée à aller à 5 à 6 fois par jour aux toilettes, plus des phases après où c'est la constipation. Enfin, et en fait, j'isole j'ai des douleurs pendant mes rapports, pour certains rapports sexuels selon les phases du cycle. Enfin, il y a plein de choses que j'isole en fait et que je mets complètement dans des cases en me disant en soi c'est ça, bref. Mais au bout d'un moment, je me dis, Manu, au bout d'un moment, il va falloir y aller. Donc, je décide de faire l'IRM. Et pas comme j'avais vu le système, comme ça se passait pour Lilou, je prends le rendez-vous à l'IRM et je prends directement le rendez-vous avec le gynécologue pour avoir quelques jours après le rendez-vous. Il faut savoir qu'en premier lieu, je fais une échographie
donc une échographie pelvienne dans un centre de radiologie tout à fait lambda de quartier, quoi. Et le radiologue me dit: «Ah, on dirait qu'il y a un petit fibrome, mais bon, il y a rien de fou, vous inquiétez pas, tout va bien.» Je dis: «Mais de toute façon, j'ai pris rendez-vous pour un IRM.» Il me dit: «Oh, l'IRM, elle sert à rien, franchement, enfin, vous avez rien, quoi.» Je dis: «Comment ça, j'ai rien?» Je dis: «Mais en fait, j'ai vraiment très très mal, en fait, comment ça, j'ai rien?» Il me dit: «Ah non, non, franchement, il y a rien qui explique à la radio.» Rappelez-vous-le pour la suite de l'épisode. Donc de là, je fais quand même l'IRM, parce qu'au bout d'un moment, je me dis: «Non, mais là, il a pété un plomb.» Et surtout, avec mes lectures, avec tout ce que j'avais lu comme témoignage, je sais que les parcours d'endométriose sont très longs, que beaucoup de femmes tombent sur des médecins qui ne connaissent pas l'endométriose, qui ne savent pas la reconnaître, et qui vont dire: «Ah, c'est des douleurs de règles, hein, c'est normal quand on a ces règles, c'est normal d'avoir mal.» Donc je continue mon parcours. Je fais mon rendez-vous à l'IRM, et là, en fait, le diagnostic tombe. Il faut savoir aussi que à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir rencontré Sandrine, qui est une femme qui est thérapeute aussi, et qui a vécu en fait un parcours aussi avec l'endométriose il y a quelques années, et qui du coup m'avait, par des ateliers et tout, j'avais entendu parler de son parcours et j'avais du coup pu échanger avec elle. Et du coup, ça s'est posé qu'elle m'avait dit: «Voilà, quand t'as l'IRM, quand t'as pas ton rendez-vous gynéco de suite, tu m'appelles et on en discutera.» Et donc je sors de là et en fait, j'appelle Sandrine, mais je connais déjà, j'ai bien compris en fait ce qui se passe. C'est qu'en fait, c'est le bordel. Apparemment, j'ai été très très bonne pour vouloir être une mère parfaite avec ma fille et avec mon fils aussi, parce que bon, on va pas développer, mais aussi avec mon fils. Parce que j'ai tellement endormi mes douleurs, tellement pas voulu y faire face, qu'au final, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où donc on est en janvier 2022, donc il y a pas très très longtemps, le diagnostic est posé, même pas, je crois que c'est février 2022. Février 2022, oui. Donc le diagnostic est posé. J'ai donc une endométriose de stade 4, donc qu'on appelle sévère et profonde, qui est allée toucher mon système digestif. J'ai une adénomiose. Je vais expliquer un petit peu tout ça après. L'adénomiose, j'ai mon ovaire droit qui est complètement bouffé par des kystes d'endomètre. J'ai un fibrome, bref, c'est un peu, voilà, c'est très habité là-dedans. C'est très très habité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je me dis, mais en fait, d'où vient ce bordel? Et en fait, très très vite, et en plus en échangeant avec Sandrine, et en fait, très très vite, je me rends compte que ça pue un peu quand même. Ça pue un peu. Il y a quand même, je suis allée quand même très très loin dans l'ignorance et dans la non-écoute de mon corps. J'ai voulu faire très longtemps la fille forte. J'ai voulu complètement me dire que c'était pas possible. Voilà. Et surtout, je voulais pas faire face à ce qui allait se poser ensuite. Donc, en fait, à ce moment-là, j'attends le rendez-vous de gynéco, mais je me prépare en fait. Je sais, je demande à ma sœur de venir avec moi, parce que je sais qu'en sortant, ça peut être compliqué, parce que je sais ce qu'il va me dire. Et donc, d'abord, j'ai un gynécologue qui est génial, donc à la clinique Bouchard à Marseille, il faut le savoir, qui a un service spécialisé en endométriose, et pas que. Et du coup, de suite, il m'explique donc du coup les résultats de l'IRM. Il me demande si je veux encore des enfants. Et il me pose plein de questions par rapport à mes symptômes. Et en fait, là, je prends conscience que l'endométriose, ce n'est pas uniquement les douleurs pendant les règles. En fait, l'endométriose, elle est partout dans ma vie. Elle contrôle pratiquement tout mon corps. Et il m'explique que mes nausées, mes vomissements,
mes douleurs pendant les rapports, ma fatigue chronique, mes douleurs d'estomac, la constipation, la diarrhée, les douleurs au niveau de l'ovaire, au niveau de l'ovulation, les problèmes au niveau du périnée, enfin tout est lié à l'endométriose en fait. Voilà, l'endométriose est tellement répartie partout. Donc pour donner des infos, l'endométriose, c'est alors en France on a une explication et dans d'autres pays c'est une autre, mais en gros ça serait des cellules qui sont similaires aux cellules de l'endomètre qui est à l'intérieur de l'utérus, mais qui ne sont pas des cellules de l'endomètre, mais des cellules qui s'y ressemblent énormément, qui vont en fait créer des adhésions à l'extérieur de l'utérus et à l'extérieur avec les organes qui sont autour, donc la vessie, le rectum, le côlon, le petit l'intestin, ça peut monter jusqu'au diaphragme, ça peut monter jusqu'à dans les yeux. Et donc en fait ces liaisons et ces adhérences vont se mettre à saigner et s'enflammer quand on a nos règles. Donc le corps est enflammé complètement et les adhérences que vont créer les liaisons, c'est-à-dire que ça peut créer une adhérence par exemple entre l'intestin et le côlon. Donc ça va créer des problèmes qui sont là même en dehors des règles parce que quand c'est collé et que c'est pas fait pour être collé, ça marche pas quoi. Donc ça peut avoir des douleurs. J'ai eu une douleur aussi, c'est que mon bassin peut se bloquer complètement et je peux ne plus avoir de mouvement en fait au niveau de mon bas du dos. Et donc tout ça, ce sont des adhérences en fait qui sont mis là. Ensuite, moi j'ai l'adénomiose. Donc l'adénomiose, je voudrais pas dire de bêtises parce que je suis pas non plus scientifique ni médicale, mais du coup l'adénomiose, c'est du coup sur le coup c'est la paroi de l'endomètre qui va se développer à l'intérieur de l'utérus et qui va du coup être trop gonflée et créer des saignements à l'intérieur de l'utérus et du coup avoir des règles plus abondantes. Et du coup moi j'ai pas les règles hémorragiques, mais par contre j'ai un cycle de règles qui est très très court, du coup de 23 jours, de 23 à 24 jours. Et du coup ces kystes d'endométriose vont se mettre sur les ovaires, sur les parois de l'utérus, et du coup l'endométriose va se répartir dans l'ensemble du corps. Donc je sais ce qu'il va me dire. Ça m'a marqué la première fois et voilà, j'ai 42 ans, je veux plus d'enfants. Et il m'explique qu'il y a plusieurs solutions, mais que la solution qui est la plus raisonnable, c'est l'hystérectomie. Donc m'enlever mon utérus, mon ovaire droit, mes 2 trompes, et donc du coup je garderai mon ovaire gauche de façon à avoir une ménopause naturelle. Je me suis préparée avant d'y aller, je savais, j'avais anticipé, j'y suis pas allée en mode tu vas être surpris, mais même si on sait ce qu'on va avoir, même si je sais que c'est ce qu'il va me dire, l'entendre c'est quand même différent. J'ai la chance d'avoir encore une fois un gynécologue qui est plein de bienveillance en me disant écoutez, voilà, il n'y a pas d'urgence, vous pouvez prenez votre temps pour en prendre la décision parce que c'est pas rien pour une femme de faire cette opération-là. Il faut pas dédramatiser l'important psychologique que ça peut avoir, donc il faut prendre le temps. Il me dit, mais de toute façon, vu l'état de votre endométriose, il va falloir faire un autre examen qui s'appelle une échographie recto-vaginale pour aller voir un petit peu les dégâts au niveau du rectum, du côlon et de l'intestin, voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, je sors de ce rendez-vous avec la possibilité, et aussi, il me propose du coup un traitement hormonal. Donc, ça fait 12 ans que je prends pas de contraception, donc un traitement hormonal à ce moment-là qui me présente comme une pilule, ça passe moyen. Je fais le choix de le prendre parce que 4 semaines après, j'ai la retraite, la première retraite mère et fille, et que je veux être opérationnelle et que ça tombe pendant mes règles. Donc je me dis là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir gérer un groupe de 30 femmes avec les douleurs que j'ai, c'est impossible. Donc je me dis si j'ai une chance de pouvoir le gérer, je vais prendre le traitement hormonal pendant 4 semaines pour essayer de voir si ça peut éviter que ça parte en grosse crise. Expérience compliquée parce que je suis contre le traitement hormonal
qui vont agir sur le cycle. Je connais mon cycle, je connais ma personnalité en fonction de mon cycle, je connais les signes de mon corps et là clairement en fait au bout d'une semaine que je prends le traitement, je me rends compte que j'ai l'impression de plus être connectée à moi, à mes émotions, à mes ressentis et du coup c'est pour ça que je fais vraiment le choix d'arrêter le traitement au bout des 4 semaines. Le premier jour de la retraite mère-fille, je jette le médicament et je veux plus entendre parler. C'est un choix personnel, j'en connais, hein, je sais que j'aurais pu prendre ce traitement-là et que ça aurait calmé l'endométriose et que peut-être que ça aurait été une solution pour pas passer par l'hystérectomie, mais en tout cas c'est pas la solution que j'ai choisie, qui ne correspond pas en tout cas ni à mes convictions ni à la femme que j'ai envie d'être, ni aux valeurs que je défends non plus d'ailleurs. Et du coup il me dit voilà que j'ai ce choix-là du traitement, j'ai le choix de l'hystérectomie ou j'ai le choix aussi de faire un curetage, donc c'est-à-dire qu'il nettoie mon ovaire droit, on peut plus rien faire pour lui, donc ça serait enlever mon ovaire droit et faire un curetage au niveau de l'endométriose, au niveau de l'utérus, pardon, et nettoyer enfin autour, mais voilà, vu que j'ai aucun signe de préménopause ni de ménopause, ben ça veut pas dire que dans 2 ans je retourne pas sur le bloc opératoire et sur la table d'opération et que ça serait pas encore plus mis en place en fait, parce que comme je veux pas arrêter mes règles, donc du coup voilà. Je fais donc l'échographie recto-vaginale et là il se pose que j'ai un nodule d'endométriose qui s'est sous-séreux au niveau de mon côlon, au niveau de mon rectum, pardon. Donc là, en fait, on m'explique que l'opération, il faut la faire. Il faut faire l'opération, il faut lever ce nodule-là parce que là où il est placé, ça peut à tout moment, en fait, à chaque fois qu'il grossit, ça peut faire, donc à chaque fois que j'ai mes règles, ça peut faire une occlusion intestinale, ça peut entraîner des gros problèmes en fait. Donc là, on rigole plus vraiment trop. Et donc se pose ce rendez-vous où on me dit que on m'explique en fait qu'est-ce qui va se passer, on m'explique les problèmes, enfin les risques opératoires. Donc il faut savoir que une hystérectomie c'est déjà quelque chose qui est assez difficile à vivre pour une femme. Au niveau psychologique et même au niveau du corps, il faut faire quand même assez attention après pour éviter une descente d'organes. Mais là, en plus, on rajoute l'endométriose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, l'endométriose fait qu'il y a des liaisons qui se mettent un petit peu partout autour de l'utérus, sur les organes qui sont autour, et qui vont créer des adhérences. Donc en fait, lever l'utérus seulement, ça ne suffirait pas. Il faut aller lever les liaisons qui sont sur les nerfs, sur les organes. Il faut aller lever les adhérences qui sont un petit peu partout sur le corps. Et du coup, lever ce nodule au niveau du rectum. Donc c'est une opération qui dure en moyenne. Alors, d'après ce que j'ai vu et entendu, c'est une opération qui dure entre 4 heures et 7 heures. Pour bien nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. En anesthésie générale, hein, forcément. Au niveau du post-opératoire, il y a un risque hémorragique. Au niveau du rectum, il y a un risque d'avoir une poche pendant quelques jours. Des risques de déchirure, voilà, d'hémorragie, d'occlusion. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. J'ai la chance que mon nodule magnifique soit assez haut au niveau du rectum, donc il y a 80% de chances qu'ils arrivent à lever le nodule sans faire d'ablation du rectum, mais il y a quand même 20% où je risque d'avoir une ablation, un petit morceau du rectum. Donc cette opération va se passer le 1er juillet, j'enregistre ce podcast aujourd'hui, on est le 14 juin, donc dans 15 jours, c'est ça? 16 jours? 17 jours, je vais y arriver. Dans 17 jours, je vais avoir cette opération. Cette opération qui va se dérouler la veille de mes 42 ans, parce que je suis née le 2 juillet. C'est la décision que j'ai prise. J'aurais pu prendre d'autres décisions. En tout cas, c'est la décision que j'ai prise pour vraiment être libérée de ces douleurs qui me bloquent dans mon quotidien, qui me bloquent dans mes projets, dans mon intimité.
dans ce que je veux être comme femme. Je rappelle que je travaille, je suis coach pour la femme, coach holistique pour la femme, donc je travaille énormément avec les énergies, avec le féminin sacré. Donc c'est venu beaucoup me chercher et j'ai fait le choix de vivre cette opération en conscience, de vivre cette opération et de faire ce choix. En conscience, j'aurais pu faire d'autres choses, me dire je vais essayer de me soigner autrement, j'aurais pu choisir que de faire uniquement le curetage. J'ai fait ce choix-là, je sais pourquoi je le fais. J'anticipe, j'écoute mes émotions, je vis ce processus de deuil parce que c'est un deuil. Je pense qu'il est important d'être honnête avec soi et de dire que ne pas vouloir d'enfant et ne plus pouvoir en avoir, ce sont deux choses qui sont différentes. Il y a aussi tout ce que représente pour moi l'utérus dans mon énergie féminine. Donc je sais que mon utérus ne sera plus là dans la matière, mais il sera là énergétiquement toujours à sa place. J'y travaille. J'ai la chance d'être accompagnée et c'est pour ça en fait que je veux parler aussi aujourd'hui. C'est qu'il y a le corps médical, ce qui me propose. J'ai la chance d'avoir du coup eu un parcours assez rapide pour avoir tout ça. D'être tombée sur les bons médecins au bon moment, mais j'ai aussi fait le choix d'être accompagnée de façon holistique. Donc, je suis suivie avec un ostéopathe pour travailler sur mes adhérences, pour me soulager mes adhérences. Je travaille avec une naturopathe pour pouvoir préparer le post-opératoire, mais aussi pour mettre en place des choses pour gérer les douleurs depuis le mois de février. Que j'ai vraiment pris la décision de m'occuper de ma santé et d'arrêter de me mentir, arrêter de faire semblant d'être forte alors que je ne peux plus être forte. Donc la naturopathe, qui m'accompagne dans mon alimentation anti-inflammatoire, qui m'a donné pas mal d'informations sur. Donc j'ai eu 2 naturopathes complémentaires sur 2 pôles différents, de façon à vraiment m'accompagner sur comment gérer la douleur avant, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, le préopératoire et le post-opératoire aussi. Je suis aussi donc accompagnée par Sandrine qui m'accompagne à vivre, me partager les infos de son propre parcours et m'accompagner dans ce qui se pose émotionnellement parce que comme elle a déjà vécu, donc du coup elle sait les différentes phases qui peuvent se poser. Je suis aussi accompagnée par mon amie Sylvie qui est là pour me permettre de déposer et j'ai la chance d'être accompagnée de mes amis et de mes sœurs et de ma maman et de ma fille et de mon mari. Il fallait bien qu'au bout d'un moment vous l'entendiez que je pleure. Donc j'ai la chance de pas être toute seule, j'ai la chance d'être accompagnée par des personnes qui comprennent ma douleur, qui comprennent ce qui se passe pour moi dans mon corps, qui comprennent ce que ça se joue pour moi émotionnellement. Et ça, c'est une immense chance parce que en partageant mon histoire et mon parcours avec l'endométriose sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de messages privés de femmes qui se sentent seules, qui se sentent pas légitimes d'avoir mal, parce qu'avoir ses règles, c'est normal d'avoir mal. Donc d'avoir vraiment ce sentiment d'être seule par rapport à leur maladie, de pas pouvoir, que ce soit au niveau du travail, au niveau des proches, au niveau du médical, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de solitude et je sais la chance que j'ai en tout cas moi d'être vraiment accompagnée, soutenue et comprise dans mon parcours avec la maladie. Et d'ailleurs j'en profite pour leur dire merci, que je les aime très fort. Et tout ça me permet vraiment de vivre les choses, donc dans les petits trucs que j'ai mis en place pour ritualiser en fait cette fin de mes règles et de dire adieu à mon utérus. Je viens de terminer mon dernier cycle de règles, je viens d'avoir mes dernières règles et du coup j'ai récupéré mon sang avec la cup. J'ai conservé mon sang. Alors il faut savoir que le sang est le seul sang du corps humain qui ne coagule pas, donc j'ai pu le conserver dans des pots dans mon frigo.
Et j'en ai congelé aussi un pot pour après l'opération. Et du coup, avec ce sang, j'ai fait des tableaux en peinture intuitive pour marquer ce processus, pour ritualiser ce processus. Je partage aussi mon histoire sur mes réseaux sociaux pour sensibiliser à la maladie et aussi pour permettre de me libérer, de poser les mots, comme je le fais là aujourd'hui avec le podcast. Et dans la ritualisation, la veille de l'opération, je vais faire un cercle de femmes avec des femmes qui sont importantes pour moi et qui sont disponibles aussi, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont importantes qui ne sont pas disponibles. Je vais faire un cercle de femmes de sorcières, disons-le, pour ritualiser ce dernier jour en fait de contact et de faire ce passage sur une autre phase de ma vie, sur une nouvelle porte que je vais ouvrir. Alors je serai pas en ménopause parce que j'aurai un ovaire encore, mais j'aurai plus de règles, j'aurai plus de sang, je n'aurai plus de possibilité d'être enceinte et je n'aurai plus toutes les énergies que m'apporte le corps physique de mon utérus, même si je disais tout à l'heure j'aurai le corps énergétique de mon utérus. Donc c'est les petits trucs que je mets en place pour ritualiser, pour faire face. J'accepte les moments où je suis traversée par de la tristesse, par des sentiments d'échec, par de la colère de ne pas m'être écoutée plus tôt. Ça me permet de travailler aussi sur mon lien à la maternité, sur ma posture de maman, sur ce que je veux montrer comme exemple à ma fille aussi, parce que je dis tout le temps que Lilou est mon inspiration, que c'est elle qui me donne la force de faire des choix en tant que femme, des choix libres, conscients, d'assumer qui je suis, d'oser ce que j'ai envie et ce que je suis. Et dans ce que je fais aujourd'hui par rapport à la maladie, les choix que je pose, ce que je travaille en conscience, ce que je guéris, ce que je nettoie, ce que je libère, ce que je fais pour moi, je le fais aussi pour elle, pour libérer la lignée, guérir la lignée. Pour tout ce que je fais pour moi, ça sera déjà fait pour elle aussi. Donc, d'une certaine façon, je suis toujours dans ma synchronicité, dans ma position de maman, de vouloir être celle qui soutient, celle qui soulage, celle qui apaise, sauf que je le fais sur un autre plan. Je le fais sans m'oublier. Je le fais sans me sacrifier. Je le fais sans m'ignorer. Je le fais en me mettant en priorité. Parce que mon corps m'y a obligée. Et c'est une belle leçon qu'il me donne. Vraiment. Donc je voulais partager tout ça déjà pour informer que l'endométriose, ce n'est pas que 20 ou à 30 ans. On peut aussi avoir l'endométriose quand on est plus âgé, après avoir eu des enfants, sans avoir eu de problème au niveau des enfants. Je dis toujours que je peux pas apporter la preuve que mon endométriose, est-ce que je l'avais déjà depuis longtemps, avant ? Est-ce que c'est l'avortement qui me l'a donné ? Est-ce que c'est mon pacte que j'ai fait quand Lilou s'est arrivé pour elle? Est-ce que c'est les traumatismes que j'ai vécus en 2020 et en 2021? Est-ce que c'est... Je sais pas en fait. Je n'ai pas d'explication à savoir exactement d'où vient et aucun médecin aujourd'hui ne me peut donner l'explication de d'où vient la maladie et qu'est-ce qui l'a amené. Par contre, moi, je crois que tout ça a fait, que ça s'est rajouté, que tout ça s'est mis bout à bout et que tout ça a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Que j'aurais pu réagir avant, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt, j'aurais pu avoir le temps de travailler la maladie au niveau énergétique, j'aurais pu avoir le temps de mettre en place au niveau de la naturo, j'aurais pu continuer les séances de réflexo que j'ai mis en place, l'ostéo, enfin j'aurais pu faire tout ça. Sauf que je m'en suis rendu compte à un stade très avancé de la maladie où à tout moment il peut se passer un truc qui peut être sur le coup très grave pour moi avec des conséquences très graves. Et du coup je n'ai plus ce temps-là. En tout cas, je fais le choix de plus l'avoir. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que
je vis aujourd'hui mon opération et ce choix et la maladie. Quand je dis que je la vis en conscience, c'est que je la vis dans mon corps, avec les messages que mon corps m'envoie, avec ce qu'il a envie de me raconter, ce que mes douleurs me racontent, ce que chaque partie de mon corps me raconte. Et ce que ça vient aussi jouer en dehors de mon corps, dans ma vie actuellement. Des résonances qui se passent avec d'autres, dans des événements qui se passent dans ma vie. Et de prendre, ok, ben en fait, écoute ton corps, écoute ton intuition, écoute tes douleurs, écoute tes émotions et vois ce qui se pose pour toi. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, là aujourd'hui où je t'en parle, c'est déjà vraiment un bond en avant dans mon développement personnel et spirituel, parce que ça m'emmène vraiment dans des endroits où j'aurais pas pu imaginer. Alors j'aurais préféré que ça se passe sans la maladie et sans tout ce qui se passe au niveau des douleurs et au niveau de l'opération. Mais c'est comme ça, c'est la forme que j'ai choisie et j'accepte de le vivre comme une phase de transmutation, une phase d'évolution. Je suis pas victime de ma maladie. J'en suis responsable. C'est ce que je dois vivre, c'est comme ça que je dois le vivre et je sais que ça m'emmènera quelque part. Je ne sais pas où encore. Je sais que ça va être inconfortable. Je sais que je vais passer par des moments où je vais pleurer de douleur ou de tristesse ou de colère. Je le sais. Et je sais aussi que j'ai la chance de pas être seule. De pas être seule parce que j'ai une communauté de femmes qui me soutient. Qui est avec moi et j'en veux aussi de leur dire merci. Merci d'être là, de m'envoyer leurs énergies, leurs positifs, tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau de la vie et ça permet aussi de se rendre compte tout ça, en fait, que cette sororité qui est si importante pour moi, elle existe, elle est là. Dans chacun de nos liens, chacun de nos échanges, chacun de nos soutiens, chacun de nos mots, chacun de nos silences, chacune de nos écoutes. Chacun de nos gestes. Et ça, c'est vraiment aussi un beau cadeau. Donc voilà, c'était un long podcast. J'espère qu'il vous servira, que vous avez appris des choses. Si tu es concerné par l'endométriose, si tu es concerné par l'endométriose, que tu as un diagnostic et que tu es un peu perdu émotionnellement par rapport à tout ça, que tu as besoin un petit peu d'infos pour avoir des accompagnements pour t'aider en plus du médical, fais-moi signe. Si tu es une femme, une jeune fille qui a des douleurs de règles, prends-les au sérieux. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est faux. C'est un mythe. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'il n'y a pas que l'endométriose, il existe énormément de maladies qui peuvent entraîner ces douleurs-là. Et vraiment, si un médecin te dit c'est normal, ferme la porte et va en ouvrir une autre. Mais ne te laisse jamais personne dire que tu n'es pas légitime d'avoir mal, que c'est normal et que ce n'est pas grave. Vraiment, c'est très important. Pour toi, pour ta santé, pour ton avenir et pour toutes les autres femmes. C'est vraiment parce que chacune d'entre nous allons mettre notre petite touche, allons faire notre part de colibri, que les maladies gynécologiques, les maladies qui touchent les femmes vont être prises au sérieux, qu'il va y avoir de l'avancée, qu'on va nous écouter, qu'on va nous porter des vraies solutions, qu'on va nous respecter dans notre corps. Donc c'est à chacune de nous de libérer la parole et de vraiment faire confiance en son corps, en son intuition, avant de faire confiance au corps médical. Vraiment. À très très vite.